Cotonou a applaudi ceux que beaucoup croyaient encore infréquentables, et ce geste a fissuré des mois de méfiance régionale. Après les frontières fermées, le pipeline Niger-Bénin presque paralysé, les accusations explosives et les attaques meurtrières au nord du pays. Cette scène ne ressemblait plus à une cérémonie ordinaire, mais à un signal stratégique. Alors pourquoi l'espace sahélien où Ibrahim Traoré pèse à travers le Burkina Faso redevient-il soudain indispensable pour le Bénin? Derrière ces applaudissements, une région entière cherche peut-être une sortie, mais personne ne sait encore quel prix politique elle exigera demain. Ce que cette scène ouvre dépasse largement une visite officielle. Elle montre un pays côtier qui découvre que la distance politique avec ses voisins sahéliens peut devenir un coût économique, sécuritaire et diplomatique. En restant avec ce récit, vous allez comprendre pourquoi Cotonou compte soudain plus qu'il n'y paraît, pourquoi le pipeline Niger-Bénin est devenu plus qu'un tuyau, et pourquoi les applaudissements adressés aux délégations du Niger, du Mali et du Burkina Faso ressemblent à un message envoyé à toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une séquence pour spectateurs pressés. Si l'on s'arrête à l'image, on peut croire à un simple geste de détente. Si l'on regarde les fractures derrière l'image, on voit autre chose, des frontières qui pèsent sur le commerce, des attaques qui rapprochent la menace du golfe de Guinée et un espace AES que le Bénin ne peut plus ignorer. Ne pas suivre cette histoire, c'est risquer de confondre prudence avec faiblesse, dialogue avec capitulation et nécessité stratégique avec changement de camp. Le premier signal est froid. Ce rapprochement n'est pas une faveur diplomatique, mais une réponse à une crise devenue trop coûteuse. Et un chiffre suffit à le comprendre. Le pipeline Niger-Bénin mesure environ 2000 km, mais il a presque été figé par une bataille politique entre deux voisins qui avaient besoin l'un de l'autre. Tout commence après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, lorsque la CEDEAO condamne la junte, menace d'intervenir et impose des sanctions lourdes. Le Bénin, alors dirigé par Patrice Talon, adopte une ligne dure, en partie parce que l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum était perçu comme un allié proche. Très vite, Niamey ferme sa frontière terrestre avec le Bénin. Les camions ralentissent. Le port de Cotonou perd du mouvement. Des flux commerciaux se déplacent vers Lomé, au Togo. Puis, le dossier pétrolier transforme la tension en bras de fer stratégique. Le Niger veut exporter son brut par le port béninois de Sémé, tandis que Cotonou espère des revenus importants de transit sur 20 ans. Mais lorsque la frontière reste fermée, le Bénin bloque l'usage du port pour le pétrole nigérien. Niamey dénonce une violation grave. La Chine intervient pour débloquer une première cargaison d'1 million de barils. Mais la confiance, elle, reste brisée. Pendant ce temps, la crise ne reste pas dans les chancelleries. Elle descend vers les frontières. Le nord du Bénin subit une pression djihadiste plus directe, avec des attaques meurtrières près de la rivière Mékrou, puis dans les zones proches du Niger et du Burkina Faso. Les premières touchées ne sont pas les salons diplomatiques, mais les soldats, les transporteurs, les familles frontalières et les villages exposés. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré revient indirectement dans l'équation régionale. Sans dialogue avec Ouagadougou, Niamey et Bamako, Cotonou ne peut pas sécuriser seul son nord. Le problème n'est donc plus seulement politique, il devient existentiel. Romuald Wadani entre dans cette séquence avec un profil particulier. Il n'apparaît pas comme un tribun de rupture, ni comme un chef militaire, ni comme un idéologue régional avant son arrivée au sommet de l'État béninois. Il vient d'un autre monde, celui des chiffres, des équilibres budgétaires et des dossiers techniques. Après des années passées dans la finance internationale, puis à la tête de l'économie et des finances du Bénin à partir de 2016, il porte l'image d'un homme précis, prudent, moins chargé par les blessures publiques de la crise avec Niamey. Cette distance devient un atout. Pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il n'est pas d'abord le visage des sanctions, des menaces ou des accusations frontales. Il peut donc ouvrir une porte que d'autres avaient presque refermée. Le premier impact se voit lors de son investiture, lorsque le premier ministre du Niger et les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso sont annoncés à Cotonou. La salle applaudit chaleureusement. Ce n'est pas un bruit de protocole.
Quelques mois plus tôt, les pays de l'AES avaient même refusé une invitation béninoise liée au 65e anniversaire de l'indépendance. Le contraste est brutal. Une deuxième lecture apparaît alors. Le public béninois n'applaudit pas seulement des délégations. Il applaudit la possibilité de rouvrir les routes, de réduire la peur au nord et de reparler aux voisins sans tout effacer. Dans ce moment, Ouadagni devient moins un président entrant qu'un guide prudent entre deux Afriques de l'Ouest, et l'équilibre devient fragile. Tout bascule en juillet 2023. Au Niger, l'armée renverse Mohamed Bazoum. La secousse part de Niamey, puis traverse toute l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO condamne le coup d'État, elle menace d'intervenir, elle impose des sanctions lourdes. Le Bénin, sous Patrice Talon, choisit alors une ligne ferme. Le message est clair. Cotonou ne veut pas normaliser trop vite un pouvoir militaire arrivé par la force. Mais cette fermeté ouvre une fracture immédiate. Niamey ferme sa frontière terrestre avec le Bénin. Les camions ralentissent, les routes se vident, le port de Cotonou perd une partie de son mouvement. Les recettes douanières baissent. Dans les coulisses, certains flux commerciaux cherchent déjà d'autres passages, notamment vers Lomé, au Togo. Puis le dossier pétrolier met le feu au brasier. Le pipeline Niger-Bénin, long d'environ 2000 km, devait devenir une route stratégique pour le brut nigérien. Pour Niamey, c'était une sortie vers la mer. Pour Cotonou, c'était une promesse de revenus, de transit et d'influence régionale. Mais la crise frontalière transforme cette infrastructure en arme politique. Le Bénin exige la réouverture de la frontière. Le Niger refuse de céder. Cotonou bloque alors l'usage du port pour exporter le pétrole nigérien. Niamey parle de violations graves. La tension grimpe. La Chine entre dans la pièce. Une délégation liée au dossier énergétique se rend à Cotonou. Une première cargaison d'1 million de barils finit par être débloquée. Mais le mal est fait. Le tuyau existe. Le pétrole existe. La confiance, elle, s'est presque évaporée. Ensuite, l'accusation devient plus lourde. Le Niger affirme que le Bénin abriterait des bases françaises destinées à déstabiliser la junte. Cotonou rejette ces accusations. Pourtant, la relation continue de se durcir. Après une attaque contre l'aéroport de Niamey en mars 2026, le général Tiani accuse directement Patrice Talon. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara de soutenir l'assaut. Les expulsions diplomatiques suivent. La rupture n'est plus seulement un désaccord. Elle devient un mur. Et un mur entre Cotonou et Niamey. Un mur entre le littoral et le Sahel. Un mur entre la CEDEAO et l'espace AES. C'est ici que l'ombre politique d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Le Burkina Faso n'est pas seulement un voisin du Bénin. Il est aussi l'un des piliers de l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali et le Niger. Quand ces pays s'éloignent de Cotonou, le Bénin ne perd pas seulement du commerce, il perd aussi des canaux de sécurité. Pendant que les communiqués se répondent, le nord du Bénin s'enflamme. Des groupes djihadistes avancent dans les zones frontalières. Des attaques frappent près de la Mékrou, puis autour des espaces proches du Niger et du Burkina Faso. Les soldats paient le prix, les villages vivent avec la peur, les transporteurs changent de route, les entreprises recalculent leurs risques. Rien ne revient vraiment à la normale. Alors les applaudissements de Cotonou prennent un autre sens. Ils arrivent après les sanctions, après les blocages, après les accusations, après les morts. Ils ne ferment pas les blessures. Ils montrent seulement que la crise a atteint un niveau où le silence coûte plus cher que le dialogue. Dans cette chronologie, le rapprochement n'est pas une faiblesse soudaine. C'est une tentative de reprendre la main avant que la fracture ne devienne irréversible. Les chiffres obligent à regarder cette crise autrement. Ils enlèvent le bruit. Ils montrent le poids réel. Le premier chiffre est politique. Romuald Ouadagni a été confirmé vainqueur avec plus de 94% des voix lors de l'élection présidentielle béninoise d'avril 2026. Ce score donne une force institutionnelle, mais il ouvre aussi une question sensible sur la qualité du jeu démocratique, puisque l'opposition crédible n'a pas réellement pu participer au scrutin. Le pouvoir paraît solide, mais sa légitimité reste discutée.
Cela signifie que chaque geste régional devra produire des résultats visibles, pas seulement des images de cérémonie. Le deuxième chiffre est géographique. Le pipeline Niger-Bénin mesure environ 2000 km. Cette ligne devait permettre au pétrole nigérien d'atteindre les marchés mondiaux par le port béninois de Sémai. Elle transforme deux voisins en partenaires obligés. Un tuyau pareil ne transporte pas seulement du brut. Il transporte aussi du pouvoir, de la confiance et de la dépendance mutuelle. Si la frontière se ferme, l'économie tousse. Si le dialogue revient, la route peut respirer. Le troisième chiffre est financier. Le Bénin espérait environ 490 millions de dollars de revenus de transit sur 20 ans grâce à ce projet. Ce montant n'est pas une simple colonne comptable. Il représente une promesse longue, structurante et politiquement sensible. Quand le pipeline se retrouve presque paralysé par une querelle frontalière, ce n'est donc pas seulement une cargaison qui attend, c'est une stratégie économique nationale qui se grippe. Pour un pays de transit, la confiance régionale devient une infrastructure invisible. Le quatrième chiffre frappe par son volume. Une première cargaison d'1 million de barils de brut nigérien a finalement été débloquée après une médiation chinoise. Ce volume montre l'ampleur du dossier. Il rappelle aussi que lorsque Cotonou et Niamey se paralysent, d'autres puissances entrent dans la pièce. La Chine n'intervient pas par hasard. Elle intervient parce que ses intérêts industriels, énergétiques et financiers sont eux aussi liés à cette route, à ce niveau. Une crise locale cesse vite d'être locale. Mais les chiffres les plus lourds restent humains. Le 8 janvier 2025, au moins 35 soldats béninois sont tués près de la rivière Mékrou. Ce nombre dépasse la statistique militaire. Il donne un visage brutal à la pression djihadiste au nord du pays. Une frontière instable devient alors une ligne de feu. Elle touche les casernes, les familles, les villages et la perception même de la sécurité nationale. En mars 2026, 15 soldats sont encore tués lors d'un raid dans la zone de Kofounou, près de la frontière nigérienne. Une semaine plus tard, une autre base est attaquée dans le parc de la Pendjari. Ces attaques montrent une progression méthodique. Les groupes armés ne regardent pas les cartes diplomatiques. Ils utilisent les silences, les ruptures et les espaces où les États ne coopèrent plus. Là où les canaux officiels se coupent, les menaces trouvent parfois plus d'espace. C'est pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré, à travers le Burkina Faso et l'AES, revient dans cette équation. Sans dialogue avec Ouagadougou, Niamey et Bamako, Cotonou reste exposé. Les chiffres racontent donc la même chose que les applaudissements. Le Bénin ne cherche pas seulement à sourire à ses voisins. Il cherche à survivre à une pression économique, sécuritaire et régionale devenue impossible à ignorer. Il faut pourtant reconnaître une chose. La ligne dure du Bénin n'était pas absurde au départ. Face au coup d'État de juillet 2023 au Niger, certains pouvaient estimer qu'il fallait défendre fermement l'ordre constitutionnel, soutenir la CEDEAO et refuser de normaliser trop vite des régimes militaires. Cet argument mérite d'être entendu. Sans règles communes, une région peut glisser de crise en crise et chaque coup de force peut devenir un précédent. Le premier argument opposé au rapprochement dit donc ceci: dialoguer avec Niamey. Bamako ou Ouagadougou reviendrait à légitimer les juntes. Selon cette lecture, recevoir des représentants du Niger, du Mali et du Burkina Faso à Cotonou donnerait l'image d'un recul démocratique. Le risque existe, mais il oublie une contrainte immédiate. Le Bénin partage sa sécurité avec ses voisins. Quand les frontières de politique se ferment, les groupes armés ne disparaissent pas. Ils profitent du vide. Coopérer ne signifie pas approuver chaque choix politique. Cela peut simplement empêcher que le nord du Bénin devienne une zone abandonnée. Le deuxième argument est économique. Certains diront que Cotonou devait utiliser le port et le pipeline comme moyen de pression contre Niamey. Après tout, le Niger dépend de l'accès à la mer, tandis que le Bénin possède une position stratégique. Là encore, l'idée semble logique, mais le prix payé par Cotonou devient lourd. Le port perd du mouvement, les recettes douanières baissent, des flux se déplacent vers Lomé. Une arme économique peut toucher l'adversaire. Mais elle peut aussi revenir frapper celui qui la tient. C'est là que la position de Romuald Wadagni devient plus lisible.
Il ne s'agit pas de choisir naïvement entre principe et pragmatisme. Il s'agit de comprendre que le Bénin ne peut défendre ni son économie, ni ses frontières, ni sa stabilité en restant isolé des pays sahéliens. Même l'espace politique associé à Ibrahim Traoré devient alors un passage obligé, non par admiration, mais par nécessité stratégique. Quand les deux lectures sont posées ensemble, le problème devient plus clair. La fermeté protège les principes, mais le dialogue protège parfois les vies. Puis tout change de niveau. Ce qui semblait être une querelle entre gouvernements devient soudain une question de survie territoriale. Le vrai tournant n'est pas seulement l'arrivée de Romuald Wadagni au pouvoir. Le vrai tournant, c'est la compréhension froide que le Bénin ne peut pas sécuriser son nord avec des frontières politiques fermées et des canaux militaires coupés. À partir de là, les applaudissements de Cotonou prennent un autre sens. Ils ne sont plus seulement un signe de politesse envers des délégations venues du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ils deviennent le symbole d'un pays qui sait que son avenir dépend aussi de voisins avec lesquels il s'est gravement brouillé. Dans cette équation, l'espace de la ES, où Ibrahim Traoré occupe une place centrale à travers le Burkina Faso, n'est plus seulement un bloc contesté par la CEDEAO. Il devient une réalité géographique, sécuritaire et économique que le Bénin doit prendre en compte. Le décor change donc complètement. Ce n'est plus seulement une diplomatie de réconciliation, c'est une diplomatie de nécessité. Et derrière cette porte ouverte, tout reste fragile. À partir de ce moment, les conséquences ne restent plus dans les communiqués officiels. Elles descendent dans les ports, les casernes, les villages frontaliers et les calculs de chaque capitale. Le rapprochement voulu par Romuald Wadagni devient alors une tentative de réparer plusieurs fractures à la fois. Ce qui se joue n'est plus seulement une image de détente. C'est une pression qui touche l'État, l'économie, les populations et l'équilibre régional. Pour l'État béninois, la première conséquence est la pression sur la décision publique. Cotonou doit maintenir son ancrage dans la CEDEAO sans ignorer l'AES qui l'entoure au nord et au nord-ouest. L'équilibre est étroit. S'il se rapproche trop vite des autorités sahéliennes, il peut inquiéter ses partenaires institutionnels. S'il reste trop froid, il laisse ses frontières exposées. L'État n'a donc plus le confort d'une posture simple. Il doit parler sans renier, coopérer sans se soumettre, et protéger sans ouvrir une nouvelle crise politique. Pour la sécurité, l'enjeu est encore plus direct. Les attaques dans le nord montrent que les groupes armés avancent là où les coopérations reculent. Une frontière fermée diplomatiquement ne bloque pas forcément un réseau djihadiste. Elle peut même l'aider si les renseignements ne circulent plus et si les armées voisines ne coordonnent plus leurs mouvements. Le Bénin comprend alors une réalité brutale, sans dialogue avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Sa profondeur sécuritaire se réduit. Dans cette équation, Ibrahim Traoré apparaît indirectement comme un acteur que Cotonou ne peut plus contourner, parce que le Burkina Faso reste un voisin décisif. Pour les entreprises, le choc passe par le commerce. Quand la frontière avec le Niger se ferme, le port de Cotonou perd une partie de son rôle naturel. Les camions attendent, les flux se déplacent, les contrats deviennent plus incertains. Le Mali et le Burkina Faso regardent davantage vers Lomé. Chaque détour logistique signifie des coûts, des délais et des occasions perdues. Le pipeline ajoute une couche plus lourde encore. Un projet censé rapporter environ 490 millions de dollars sur 20 ans devient un symbole de méfiance. Même les grandes infrastructures peuvent être paralysées par la politique. Pour les populations, la conséquence est plus intime. Au nord du Bénin, la peur n'est plus théorique. Les attaques de janvier 2025 et de mars 2026 rappellent que les soldats meurent, que les familles s'inquiètent et que les villages vivent avec une menace de plus en plus proche. Quand la diplomatie échoue, ce sont souvent les habitants des marges qui paient d'abord. Enfin, pour la région, l'effet est stratégique. L'Afrique de l'Ouest se divise entre la CEDEAO et l'AES. Le Bénin peut devenir un pont possible entre deux espaces, mais aussi une ligne de faille. S'il réussit, il peut rouvrir des chemins. S'il échoue, la rupture peut s'enraciner. Le vrai impact est là. Personne ne peut rester dehors. La question devient maintenant simple.
Que peut-il se passer ensuite? Personne ne peut prédire exactement la suite, mais 3 trajectoires se dessinent déjà. Elles dépendent toutes d'un même point, la capacité du Bénin à parler aux pays sahéliens sans rompre son ancrage dans la CEDEAO. Le scénario le plus probable est celui d'un rapprochement prudent, lent et inégal. Cotonou continuera d'envoyer des signaux d'ouverture vers Niamey, Ouagadougou et Bamako, mais sans présenter cela comme un changement de camp. Le Bénin cherchera surtout à rétablir des canaux de sécurité, à normaliser progressivement la frontière avec le Niger et à éviter que le pipeline reste prisonnier de la crise politique. Ce scénario ne produit pas une paix spectaculaire. Il produit une détente utile, fragile, parfois frustrante, mais nécessaire pour empêcher la situation de se dégrader davantage. Le scénario optimiste va plus loin. Dans cette hypothèse, Romuald Wadagni réussit à transformer son profil de technocrate en avantage diplomatique, parce qu'il n'est pas perçu comme le visage principal des anciennes tensions. Il peut rouvrir des discussions que Patrice Talon avait presque gelées. Le Niger retrouve un accès plus stable au port béninois. Cotonou récupère une partie de son rôle commercial. Les services de sécurité recommencent à échanger des informations sur les mouvements armés. Peu à peu, le Bénin devient un pont discret entre la CEDEAO et l'AES. Ce ne serait pas une réconciliation parfaite, ce serait une respiration stratégique. Mais le scénario le plus sombre reste possible. Si les accusations entre Niamey et Cotonou ne sont pas désamorcées, si la frontière reste instable, et si les groupes djihadistes poursuivent leur progression vers le sud, le Bénin peut se retrouver pris entre 2 pressions. D'un côté, une économie de transit affaiblie, de l'autre, une menace sécuritaire qui s'installe dans les zones frontalières. Dans ce cas, même le dialogue avec l'espace sahélien ne suffira pas à calmer la crise, car la méfiance aura déjà produit trop de dégâts. Le point décisif n'est donc pas de deviner quel scénario gagnera. Le point décisif est de comprendre que chaque geste compte désormais. Une rencontre, une frontière, une cargaison de pétrole, une patrouille coordonnée peuvent doser lourd. L'avenir du Bénin ne se jouera pas dans un seul discours. Il se jouera dans l'exécution patiente de choix très concrets. Après les scénarios, il faut revenir à une question plus proche. Qu'est-ce que cette crise signifie pour ceux qui la regardent, parfois de loin, parfois avec inquiétude? Ce qui se joue entre Cotonou, Niamey, Ouagadougou et Bamako ne concerne pas seulement les présidents, les militaires ou les diplomates. Cela touche aussi la manière dont chacun comprend l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui suivent déjà la géopolitique africaine, cette séquence est un signal important. Elle montre que les discours officiels ne suffisent plus. Il faut regarder les ports, les frontières, les attaques, les pipelines et les alliances réelles. Celui qui comprend ces détails voit plutôt les mouvements profonds, mais il doit rester prudent, car la région change vite et chaque déclaration peut masquer une négociation plus complexe. Pour ceux qui sont touchés indirectement par le commerce, la migration, la sécurité ou la vie économique, l'enjeu est concret. Une frontière fermée peut augmenter les coûts. Une route coupée peut ralentir les échanges. Une crise sécuritaire au nord peut finir par peser sur le sud. Même à distance, les conséquences circulent. Elles passent par les prix, les routes, les emplois, les familles et la confiance. Pour ceux qui pensent que cette histoire ne les concerne pas, le risque est justement là. L'Afrique de l'Ouest est en train de se réorganiser entre la CEDEAO et l'AES. Le Bénin, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne sont pas des pièces isolées. Dans ce puzzle, la position d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, la stratégie du Niger et les choix de Wadagni à Cotonou finissent par se répondre. Comprendre cette crise, ce n'est pas choisir un camp, c'est refuser d'être surpris par ce qui vient. Une solution ne peut pas rester un slogan. Si le Bénin veut sortir de cette zone de tension, il doit transformer les gestes diplomatiques en mécanismes concrets, mesurables et durables. La question n'est donc plus seulement de savoir qui applaudit qui à Cotonou. La question est de savoir ce qui sera réellement fait après les applaudissements. La première étape revient à l'État béninois. Cotonou doit rouvrir un dialogue régulier avec Niamey, Ouagadougou et Bamako sans abandonner son ancrage dans la CEDEAO. Le succès se mesurera par des réunions suivies,
des canaux officiels rétablis et une réduction visible des accusations publiques. Si les mots baissent en violence, la coopération peut respirer. La deuxième étape concerne la sécurité. Les armées et les services de renseignement doivent retrouver des formes de coordination frontalière, surtout dans les zones du nord béninois, près du Niger et du Burkina Faso. Le résultat ne se mesurera pas par un communiqué, mais par la capacité à anticiper les attaques, partager les alertes et réduire les espaces laissés aux groupes armés. La troisième étape touche l'économie. Le Bénin et le Niger doivent clarifier les conditions d'usage du port de Sémé et du pipeline de 2000 km. Si les cargaisons reprennent dans un cadre stable, Cotonou pourra récupérer une partie de son rôle de transit, tandis que Niamey retrouvera une route stratégique vers la mer. La quatrième étape est régionale. Le Bénin peut devenir un pont discret entre la CEDEAO et l'AES, où le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré reste un acteur central. Mais un pont ne tient que s'il supporte le poids des deux côtés. Au fond, l'exécution décidera de tout. Sans actes répétés, la réconciliation restera une image. Avec des actes précis, elle peut devenir une protection. Il faut revenir à cette image de Cotonou. Une salle officielle, des délégations venues du Niger, du Mali et du Burkina Faso, puis ces applaudissements inattendus, presque impossibles à imaginer quelques mois plus tôt. Ce moment n'efface ni les accusations, ni les frontières fermées, ni les soldats tombés au nord du Bénin. Mais il montre qu'une porte peut encore s'ouvrir, même lorsque la confiance semble brisée. Depuis le début, cette histoire avance entre deux forces. D'un côté, la méfiance, les sanctions, le pipeline bloqué, les routes détournées et la peur qui monte vers le golfe de Guinée. De l'autre, une nécessité plus forte que l'orgueil, parler aux voisins, même quand les blessures restent ouvertes. Dans cette équation, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom cité à travers le Burkina Faso. Il représente aussi la réalité d'un espace sahélien que Cotonou ne peut plus ignorer. Le Bénin se trouve donc devant une vérité simple. Il peut rester prisonnier des ruptures passées ou transformer ses applaudissements en méthode patiente. Rien n'est gagné. Mais quelque chose a bougé, et parfois, dans une région fracturée, un geste suffit à rouvrir l'histoire. Alors la vraie question reste ouverte. Que doit faire le Bénin maintenant? Doit-il maintenir une distance politique stricte avec la ES au risque de laisser ses frontières, son commerce et son or sous pression? Ou doit-il accepter un dialogue prudent avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, même si ce dialogue dérange une partie de ses partenaires traditionnels? La réponse n'est pas simple, parce que chaque option porte un coût. Mais une chose paraît désormais claire. L'Afrique de l'Ouest ne peut plus être lue avec les anciens réflexes. Les ports, les pipelines, les attaques frontalières, les alliances militaires et les gestes diplomatiques racontent une recomposition profonde. Si vous pensez que ces applaudissements à Cotonou annoncent un vrai tournant, dites-le en commentaire. Si vous pensez au contraire que ce rapprochement restera fragile, expliquez pourquoi. Et surtout, restez attentifs, car entre la CEDEAO, la ES et le Sahel, le prochain signal pourrait changer bien plus qu'une relation entre voisins.